À 23h17, Dar et Salam s'éteignit, les écrans devinrent noirs, les téléphones se figèrent, le Wi-Fi disparut, une ville entière retint son souffle. À l'aube, la fumée monta des bureaux de vote de Kimara à Kinondoni, tandis que le gouvernement parlait de panne technique et que la peur portait un autre nom. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait. Il avait dit que la dignité est la véritable richesse de l'Afrique. Et ce soir-là, elle était mise à l'épreuve. Si le silence peut être fabriqué, pensa-t-il, alors le réveil aussi. Ce blackout ne fut pas seulement un incident technique, il devint un miroir tendu au continent. Pendant 7 minutes, la Tanzanie apprit combien la connexion moderne pouvait être fragile et combien le contrôle pouvait se déguiser en calme. Derrière l'écran noir se jouait une question plus vaste. Jusqu'où un pouvoir peut-il étouffer la parole sans étouffer le peuple ? Le cas de Dar et Salam ne relevait pas de l'exception. Il signalait une mutation. Ce qui commença comme un silence imposé devint une langue commune de résistance. La jeunesse, des taxis au campus, improvisa des réseaux hors ligne, preuve que la parole trouve toujours une fissure. Ibrahim Traoré, loin de là, y vit un avertissement pour toute l'Afrique. Quand un État choisit le mutisme, la société choisit la mémoire. C'est cette tension entre silence et souffle qui portera l'histoire à venir. Et si la dignité devenait l'unique infrastructure qu'on ne peut couper, la première coupure dura exactement 7 minutes, brève assez pour être niée, mais longue assez pour que toute une nation comprenne la fragilité de son souffle numérique. Dar et Salam, capitale, longtemps vantée comme le cœur calme de l'Afrique de l'Est, les écrans se rallumèrent sur des flammes. Les bureaux de vote de Kimara et d'Obongo brûlaient comme des phares de colère. En surface, le gouvernement évoquait une panne de câbles sous-marins, mais les registres de données, un effondrement de 90% du trafic sur tous les fournisseurs, racontaient une autre histoire, celle d'un pouvoir surpris par son propre silence. Les rédactions furent réduites au mutisme, les journalistes emprisonnés dans des mots qu'ils ne pouvaient plus publier. Pendant que les soldats remplissaient les rues, les étudiants de l'université de Dar es Salam improvisaient des réseaux maillés reliant téléphones, radio et imprimantes clandestines. L'un d'eux, une étudiante de 22 ans, nommée Aïcha, posta avant la coupure « S'ils font taire le net, nous parlerons ». Dans la rue. Cette phrase se propagea plus vite que tout signal Wi-Fi. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les images en temps réel. Ce qu'il vit ne concernait pas seulement la Tanzanie. C'était une métaphore d'un continent sous respiration artificielle, cherchant son rythme propre. La panne d'une ville révélait la panne d'un modèle. Entre stabilité vantée et dignité réclamée, la ligne devint fracture. Et dans cette fracture, la jeunesse africaine commença à écrire son propre protocole de vérité. Aïcha, 22 ans, attendait devant la bibliothèque quand la rumeur se répandit « Internet a disparu ». Elle ouvrit son téléphone, rafraîchit la page, rien, puis encore, toujours rien. Dans cette absence de signal, quelque chose d'autre apparut, une étincelle d'instinct collectif. Son dernier message, un selfie sous les néons du campus. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue, devint un symbole que ni la censure ni la peur ne purent étouffer. Au lever du jour, des milliers de jeunes se mirent en marche. Les taxis klaxonnaient en cadence, les vendeurs frappaient leurs casseroles, les étudiants levaient des pancartes écrites à la main. « La vérité ne peut pas être débranchée », disait l'une d'elles, trempée par la pluie et les gaz lacrymogènes. Les images circulèrent via des VPN éphémères, s'évanouissant puis réapparaissant, comme un battement de cœur numérique. Dans les bureaux gouvernementaux, le désordre prit la place de la stratégie. Le pouvoir parlait d'ordre. La jeunesse, elle, redéfinissait le mot « respirer ». À Ouagadougou, Ibrahim Traoré vit dans ce chaos ordonné la preuve que la dignité n'est pas un concept, mais un réflexe. Ce que les Tanzaniens perdaient en connexion, ils le regagnaient en conscience. Le silence voulait dompter un peuple. Il forgea une génération. Le déclin commença à minuit moins 10. Les lumières des immeubles s'éteignirent d'un coup.
Les journalistes se figèrent, les chauffeurs ralentirent. La ville s'était tue, mais la colère se réveillait déjà. À 1 heure, les premières vidéos circulèrent. Des urnes renversées, des cris, des soldats au pas rapide. Les données de NetBlocks affichaient un effondrement simultané. 90% du trafic disparu. Rien de local, tout d'orchestré. Au petit matin, les rues de Dar et Salam devinrent des couloirs de brume et de sirènes. Les gaz lacrymogènes coupèrent l'air. Les étudiants dressaient des barricades de fortune avec des bancs et des sacs de sable. Uazé, écrivait-il à la craie sur les murs, transparence. Le gouvernement diffusa un communiqué. Panne technique, tout est sous contrôle. Personne n'y crut. Dans les cafés, on chuchotait. S'ils peuvent couper Internet, que peuvent-ils encore éteindre? À midi, la télévision nationale remplaça les journaux par de la musique patriotique. À l'écran, la présidente Samia Suluhu Hassan saluait des écoliers souriants. Derrière les caméras, les rédacteurs en chef recevaient des visites inattendues. Des militaires en civil vérifiant leurs cartes de presse. Vers 15 heures, Aïcha fut aperçue sur l'avenue Morogoro. Son mégaphone tremblait, sa voix non. Les taxis klaxonnaient en rythme. Une foule s'amplifiait, pacifique mais déterminée. Les vidéos circulèrent via VPN. Puis les serveurs tombèrent de nouveau. Au palais, la panique gagna la salle du conseil. Situation incontrôlable, lisait la première ligne du rapport confidentiel. Un ministre parla de cyberattaque étrangère, un autre d'ingérence médiatique. Samia garda le silence, puis dit simplement « Entretenez le calme, quel qu'en soit le prix ». À 20 heures, les chars roulèrent doucement sur le bitume encore chaud. Les habitants se calfeutrèrent. Le pouvoir prétendit apaiser, mais le pays entra dans sa nuit la plus longue. Dans son bureau de Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait les flux sur un écran fissuré. Il reconnut ce parfum de peur, familier aux jeunes États. La dignité et la richesse de l'Afrique, avait-il déclaré jadis. En Tanzanie, cette dignité brûlait dans chaque torche improvisée. À l'aube, les rues furent lavées, les slogans effacés, les soldats souriants aux caméras. La stabilité semblait revenue, mais derrière les vitres, des bougies brillaient encore. Chaque flamme, un refus de consentir. Le déclenchement, le sommet, la rémanence, tout tenait en un mot, courage. Avant la panne, la Tanzanie affichait un taux de connectivité de 58%, l'un des plus stables d'Afrique de l'Est. 24 heures plus tard, le trafic numérique chuta de 90% et les échanges commerciaux en ligne s'effondrèrent de près de 40%. Ce delta brutal marqua le passage d'un confort technologique à une asphyxie civique. Les chiffres, froids en apparence, révélaient une vérité brûlante. Dans un pays où la stabilité faisait loi, le contrôle devint soudain la maladie chronique. Les données de NetBlocks, croisées avec les relevés de fournisseurs privés, confirmait un phénomène inédit, la synchronisation de la coupure sur 6 provinces, du littoral au haut plateau. Un tel alignement ne pouvait pas résulter d'un simple accident. L'ingénierie du silence se mesurait en secondes, planifiée comme une partition. Chaque minute de blackout équivalait à près de 2 millions de dollars de pertes économiques. Mais l'effet le plus corrosif se jouait ailleurs, dans le lien social suspendu à un fil invisible. Les entreprises de télécommunications reçurent l'ordre d'optimiser la stabilité. Derrière le terme, une consigne claire, obéir sans questionner. Les ingénieurs comprirent aussitôt. Certains sauvegardèrent en secret les journaux de connexion, devenus archives d'un mensonge d'État. D'autres diffusèrent discrètement les courbes d'effondrement sur des serveurs étrangers. Pendant ce temps, la jeunesse continuait de produire ses propres statistiques. Aïcha et ses camarades comptaient non pas les octets perdus, mais les voix retrouvées. Chaque VPN actif devenait une unité de résistance. Chaque chanson partagée, une donnée de liberté. À l'automne, la Banque centrale reconnut un ralentissement de 3% de l'activité nationale. Le gouvernement minimisa, parlant de transition momentanée. Pourtant, les analystes virent autre chose, la rupture entre gouvernance et génération. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, observa cette fracture avec l'œil d'un soldat devenu témoin. Pour lui, la chute du réseau tanzanien n'était qu'un symptôme d'un effondrement plus vaste, celui de la confiance entre dirigeants et dirigés. Là où le pouvoir mesurait les pertes en devises, la jeunesse les mesurait en dignité. Et dans cette différence d'unité, se dessinait tout le futur d'un continent. Le premier argument, celui du pouvoir, se voulait rationnel. La stabilité avant tout. Mieux vaut une coupure de 7 minutes
qu'un chaos de 7 ans, déclarait un ministre devant les caméras. Les mots sonnaient fermes, presque protecteurs. Préserver l'ordre, éviter l'ingérence, contrôler la rumeur. La Tanzanie, affirmait-on, ne faisait qu'assurer sa souveraineté numérique. Mais derrière cette logique de prévention, beaucoup virent une peur mal déguisée. Car la stabilité sans confiance ressemble à une digue fissurée. Elle tient, jusqu'à l'instant où elle cède. Le second argument venait de la rue. Les étudiants, les chauffeurs, les vendeuses de marché ne réclamaient pas l'anarchie, ils réclamaient la respiration. Leur phrase fétiche, « le silence n'est pas la paix », n'était pas un défi, mais une mesure, celle d'un peuple qui veut participer sans permission. La jeunesse ne voulait pas abattre l'État, elle voulait le réveiller. Entre ces deux camps, les journalistes devinrent médiateurs malgré eux. Ils transformèrent les VPN en imprimeries clandestines, les radios communautaires en poumons d'information. Là où le gouvernement voyait des saboteurs, il voyait des témoins. Ibrahim Traoré observa ce débat avec une gravité familière. Dans sa propre expérience, il savait qu'un État n'est pas fort parce qu'il se tait, mais parce qu'il écoute. Il le dit un jour ainsi, « La dignité ne se décrète pas, elle se prouve ». Et c'est peut-être là que les deux vérités se rejoignent. L'ordre et la liberté ne s'excluent pas, ils s'équilibrent. Mais lorsque la peur remplace la raison, l'équilibre se rompt. Et la jeunesse devient alors l'ultime centre de gravité. Le pouvoir attend la nuit. Quand les projecteurs s'éteignirent, le palais présidentiel baignait dans un calme artificiel. À 2h du matin, 3 SUV noirs franchirent la porte sud. À l'intérieur, chef de sécurité, ministre, stratège. Sur la table, un rapport scellé. Situation incontrôlable. La présidente Samia Suluhu Hassan lut lentement la phrase, puis murmura « Entretenez le silence, quel qu'en soit le prix ». Dehors, la poussière glissait sur Dodoma. Le vent portait encore l'odeur du gaz lacrymogène venu de la côte. Dans les écrans du palais, des enfants chantaient l'hymne national. Le contraste était insoutenable. L'illusion du calme contre la réalité d'un peuple éveillé. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré leva les yeux d'un message crypté. La jeunesse se souvient. Il comprit que ce n'était plus un événement isolé, mais un signal continental. La dignité circulait désormais plus vite que les câbles. Le silence venait de changer de camp. Lorsque les chars furent rangés dans les casernes, le pays sembla respirer à nouveau. Les journaux titraient « Le calme est revenu ». Pourtant, sous la surface, la Tanzanie n'était plus la même. La panne d'un réseau s'était muée en contagion morale. Ce que Dar es Salaam avait perdu en connexion, l'Afrique l'avait gagné en conscience. Et dans ce nouvel équilibre, le souffle de la liberté avait retrouvé sa fréquence. Dans les mois qui suivirent, la Tanzanie entra dans une zone grise. Ni chaos, ni réconciliation, un territoire d'attente. Le pouvoir maintient d'un calme rigide, restauré à coups de communiqués et de déni. L'économie se stabilise lentement, les universités rouvrent, mais la fracture demeure. Le silence n'est plus ordre, il devient une méthode de gouvernance. Dans ce schéma, la jeunesse s'adapte sans oublier. Le pays paraît respirer, mais sous oxygène politique. Sous la pression régionale et les dialogues africains, Dar es Salaam engage une réforme numérique. Droit au réseau, transparence algorithmique, retour de la presse indépendante. La présidente Hassan y voit une chance de restaurer la confiance. Les jeunes ingénieurs du mouvement UAZ sont intégrés dans les programmes publics. La dignité circule à nouveau, non comme slogan, mais comme infrastructure civique. Cette voie reste fragile, mais elle prouve qu'un État peut apprendre du tumulte sans s'y perdre. Si la peur l'emporte, les arrestations reprennent, la diaspora s'enfle et le pays se referme. Les serveurs étrangers deviennent les archives d'une mémoire interdite. Dans ce cas, la stabilité redeviendrait son propre piège, une vitrine sans respiration. Les marchés reviendraient peut-être, mais pas les voies. Ibrahim Traoré, regardant vers l'Est, résuma ces 3 routes d'une phrase. Le choix n'est pas entre l'ordre et le désordre, mais entre l'amnésie et la dignité. Quelle que soit la direction prise, l'Afrique observera ce laboratoire du silence. Et peut-être la vraie question n'est-elle plus « Que fera le pouvoir ?» mais « Que retiendra la jeunesse ?» Il y a dans chaque panne une mémoire intime. À Dar es Salaam, la coupure ne fut pas seulement politique, elle fut sensorielle. Pendant des jours, les habitants écoutèrent leur propre souffle à la place des notifications. Le silence prit la forme d'un miroir. Chacun y vit sa peur puis son courage. Les vendeuses de marché, habituées au vacarme des bus,
commencèrent à fredonner des chansons interdites. Les chauffeurs de taxi apprirent à transmettre les nouvelles comme on passe un témoin. Les étudiants, jadis consommateurs de réseau, devinrent leurs ingénieurs improvisés. La ville se transforma en laboratoire d'entraide où l'on découvrit que l'information n'était pas un luxe, mais un lien vital. Un soir, Aïcha réapparut brièvement dans un live furtif. Son visage était fatigué, mais ses mots précis. Ils peuvent éteindre les écrans, pas nos regards. La vidéo fut supprimée, copiée, traduite, puis projetée sur un mur à Nairobi. Ibrahim Traoré, apprenant la scène, déclara dans un forum « Le courage est contagieux, comme la peur, mais lui, il ne s'éteint pas. » Depuis, sur tout le continent, ce courage a pris la forme d'un réflexe, répondre au mutisme par l'écoute, à la censure par la mémoire. Car parfois, le plus grand acte de parole, c'est de rester debout. Rebâtir la confiance après le blackout ne demande pas seulement des excuses, mais une méthode. Publier les journaux de coupure, ouvrir les données d'accès, créer une plateforme publique où chaque citoyen peut suivre en temps réel la santé du réseau. La transparence n'est pas une faveur, c'est un contrat. Dans chaque université, instaurer un module, code et citoyenneté. Les jeunes doivent comprendre que contrôler un algorithme, c'est déjà défendre une liberté. Organiser des dialogues mensuels entre gouvernement, presse et collectifs civiques. Une caméra, une table, une heure. Écouter, répondre, documenter. Ce rituel ferait plus pour la stabilité que 1000 discours. Créer un statut régional pour les journalistes et ingénieurs signalant les censures. L'Union africaine pourrait en être le garant moral. Transformer le mot UAZ en programme continental d'éducation aux médias. De Nairobi à Ouagadougou, relier les campus par un réseau d'apprentissage pair à pair. Ibrahim Traoré, s'adressant aux jeunes du Sahel, l'a résumé. La dignité se cultive comme la terre, par la pratique, pas par décret. Ces 5 mouvements ne promettent pas l'utopie. Ils dessinent simplement la respiration d'un continent qui refuse la peur comme politique publique. Et si la Tanzanie l'osait, elle ne serait plus un avertissement, mais un modèle. Au crépuscule, sur les marches de l'université de Dar et Salam, quelqu'un alluma une bougie. Pas de slogan, pas de discours, seulement une flamme qui tremblait dans le vent. Les passants s'arrêtèrent, certains prièrent, d'autres prirent une photo. En quelques heures, l'image voyagea d'un groupe privé à tout le continent. La légende disait « toujours brûlant ». Dans le silence revenu, cette lumière parlait plus fort que 1000 manifestes. Elle disait qu'aucun câble ne peut éteindre un souvenir, qu'aucun décret ne peut désapprendre le courage. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut la photo sur son téléphone. Il resta un moment immobile avant de murmurer « Voilà le vrai réseau africain ». La bougie n'était pas un symbole de révolte, mais de continuité, celle d'une jeunesse qui, après avoir tout perdu, recommence à parler. Chaque flamme en allume une autre, chaque mot, une conscience. Et tant qu'il restera une mèche pour brûler, l'Afrique ne manquera jamais d'air. L'aube revient sur Dar es Salaam. Les trottoirs sont balayés, la mer miroite, la vie semble reprendre. Mais derrière cette normalité, quelque chose a changé. Un mot, une idée, une respiration. Ce n'est pas une révolution flamboyante, c'est une lente reconquête de soi. Les étudiants du Sahel répondent désormais au message de Tanzanie. Les artistes d'Accra peignent des fresques d'Aïcha et de la bougie encore allumée. Partout, le mot dignité se murmure comme une salutation nouvelle. Les gouvernements l'entendent, les peuples l'habillent de sens. Ibrahim Traoré l'a dit, quand la jeunesse africaine se lève, le continent respire à nouveau. Peut-être que cette phrase n'est plus un slogan, mais une méthode. Celle de parler sans haine, d'écouter sans peur, d'apprendre à tenir le silence jusqu'à ce qu'il devienne musique. Alors, à ceux qui doutent encore, la question reste ouverte. Et si, cette fois, la dignité n'était pas le rêve, mais le début de la réalité ?